Tout jeune encore, je désirais ardemment connaître l'histoire des pays et me renseigner sur l'état des grandes villes. Sans cesse, je questionnais les voyageurs qui avaient parcouru le monde. Cela ne me rendit que plus avide de satisfaire à mon tour le goût que j'éprouvais pour les voyages, sans compter un certain attrait pour les périls. Ce texte ne date pas du siècle des Lumières. Il a été écrit il y a 1000 ans par le chroniqueur arabe Ibn Okal, qui quittera Bagdad pour l'Afrique du Nord et l'Espagne, puis s'enfoncera au cœur de l'Afrique jusqu'au royaume du Ghana. Il se tournera ensuite vers l'Est et atteindra l'Asie centrale, avant de retrouver la Méditerranée et de séjourner en Sicile. Son voyage durera plusieurs décennies, au cours desquelles il fera des rencontres mémorables. Au Xe siècle, d'un bout à l'autre de l'Empire islamique, les hommes voyagent. Pour de multiples raisons, religieuses, commerciales, administratives, intellectuelles, mais aussi parce que l'aventure en elle-même fascine. Qui voyage alors? Il y a le pèlerin, auquel le Coran fait devoir de se rendre à la Mecque au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il y a le fonctionnaire d'État, chargé de contrôler l'exécution des volontés califales. Il y a le chercheur de savoir, qui va de ville en ville pour apprendre auprès de ses aînés ou pour débattre avec ses pairs. Il y a le commerçant, toujours en quête de nouveaux marchés. Dans les grandes villes que l'on traverse aujourd'hui, à Fès ou à Cordoue, à Alep ou à Boukhara, au milieu de ces foules qui reproduisent sans le savoir des intonations et des gestes remontant à 1000 ans, on peut parfois retrouver la vibration de cette époque, le formidable appétit de vivre qui poussait des centaines de milliers de personnes sur les routes et les mers pour des périples de plusieurs mois, parfois de plusieurs années, avec l'extraordinaire sentiment d'être partout chez soi, de s'attendre partout à retrouver des visages inconnus et fraternels. Contrées lointaines, horizons neufs, rencontres imprévues, épreuves traversées, tout devient apprentissage, enrichissement. Le pèlerinage à la Mecque est sans aucun doute le moment où cet enrichissement est le plus intensément ressenti par le croyant. La Mecque est le pôle absolu de l'imaginaire musulman. Elle aimante dès l'enfance les émotions les plus intimes de chacun. C'est vers elle que chacun se tourne pour ses prières quotidiennes, après s'être purifié corporellement et mentalement. C'est en s'orientant par rapport à elle que chacun se replace en communion symbolique avec tous les autres. Ainsi, dans toutes les mosquées du monde, la direction de la Mecque est-elle indiquée par une niche, le mihrab. Que ce soit pour définir avec précision l'orientation de cette niche, ou pour établir l'horaire des 5 prières quotidiennes sur toute l'étendue de l'Empire, un formidable effort est demandé aux mathématiciens et aux astronomes. Une science s'est développée pour inscrire les commandements religieux dans l'espace et dans le temps. Et des trésors d'ingéniosité ont été déployés pour mettre cette science à portée de main du voyageur, comme avec ce Coran portatif et ce calendrier des prières. Du nord au sud et d'est en ouest, de la plus grande ville au plus petit village, les milliers de muezzins qui appellent à la prière et les millions de croyants qui répondent à leur appel
convergent tous vers ce lieu unique où les conflits doivent s'apaiser et les différences disparaître, pour que résonne la parole de l'unité. Le pèlerin qui se dirige vers la Mecque aura en chemin l'occasion de s'arrêter pour prier dans de très nombreuses mosquées. Il n'est ni pressé d'arriver, ni de revenir. Il accomplit un voyage initiatique où chaque étape va le grandir, chaque rencontre lui apporter un nouveau savoir. Et chacun d'eux trouve sur sa route, outre l'accomplissement de ses devoirs religieux, une occasion unique de rencontrer des personnes qui l'intéressent. Savants, érudits, notables, artistes ou commerçants. C'est dire que le pèlerin qui prend la route, quelles que soient les distances qu'il s'apprête à franchir jusqu'à la Mecque, a l'esprit en fête. Les caravanes qui parcourent l'Empire dans tous les sens permettent à ce pèlerin de voyager à son propre rythme. Il peut se joindre à l'une d'elles pour une partie de son parcours, séjourner plus ou moins longtemps dans une ville qui l'intéresse en se donnant le temps de suivre les cours d'un érudit ou d'honorer une amitié nouvelle, avant de reprendre sa route avec une des caravanes suivantes. Il va se nourrir d'impressions fortes, d'expériences marquantes, et qui le préparent lorsqu'il arrive enfin à la Mecque à la communion physique, fusionnelle avec l'immense foule des autres pèlerins, venus de tous les coins du monde musulman pour se retrouver autour de la pierre sacrée. Les routes de l'Empire sont ouvertes à tous. Musulmans et non-musulmans, riches et pauvres, les empruntent tout au long de l'année. Ils bénéficient d'itinéraires tracés et sûrs, passant par des points d'eau et des carrefours protégés, où l'administration califale a fait construire cet ancêtre de l'hôtellerie médiévale, le caravansérail.
Selon un témoignage du Xe siècle, ces routes étaient jalonnées de relais, où les messagers pouvaient se reposer, changer de monture et se restaurer dans les tavernes attenantes, qui servaient d'étape pour le commerce de la glace et de la neige. On y vendait des sorbets glacés, aigres ou sucrés, saupoudrés de neige. À l'époque, s'est développé un service officiel du courrier, qui dispose de nombreux relais de poste, mais recourt aussi aux pigeons voyageurs et aux signaux de fumée lancés à partir de hautes tours, qui permettent de transmettre en quelques heures un message d'Alexandrie à Marrakech. L'ensemble de ces moyens de communication se révèle indispensable à l'État, mais aussi à la bonne marche du négoce et des affaires. Les affaires se traitent dans un climat de confiance, fondé sur les codes de conduite auxquels s'astreignent les commerçants eux-mêmes, ainsi que sur les garanties que l'État peut leur offrir en période de stabilité politique. Entre commerçants, même lorsqu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres, des alliances se nouent, des ordres sont donnés et exécutés, des stratégies se déploient. On assiste à des mouvements de concentration, associant musulmans, chrétiens et juifs. Les marchands placent des sommes les uns chez les autres pour minimiser les risques et optimiser les avantages. On achète déjà à crédit, dans le cadre d'un système qui, par certains côtés, préfigure les banques européennes. Autour des agents de change, les sarrafs, se développent des réseaux de circulation monétaire où l'on utilise l'équivalent des chèques et des lettres de crédit. Le mot chèque vient de l'arabe sak, qui veut dire seau. Au Caire, à Damas, à Bassora, à Bagdad, à Ispahan, un commerçant reconnu possède son propre compte et peut signer des chèques à encaisser en toute confiance à l'autre bout de l'empire. Les transactions courantes se font en monnaie musulmane, qui circule dans toute l'Europe. On a retrouvé des milliers de ces pièces de monnaie en Scandinavie et jusque dans le bassin de la Volga. Mais cette infrastructure, aussi développée soit-elle, ne dispense pas le commerçant de voyager, parce que rien ne remplace les contacts personnels, l'appréciation des situations sur place, la négociation directe. C'est là que le commerçant donne toute sa mesure, à condition de trouver dans chaque ville des lieux où il pourra déposer ses marchandises, se loger confortablement afin de reprendre des forces, tenir des réunions avec ses partenaires ou ses clients, et enfin se divertir. Certains lieux publics admirablement conçus lui offrent tout cela à la fois, comme cette bourse du commerce avant la lettre au Caire. Voici l'endroit où se rencontraient les marchands. C'est comparable à une bourse du commerce, dans le sens moderne du terme. Il faut imaginer qu'ici, on passait d'importants accords sous les auspices du souverain, le sultan Al-Gouri. Comme vous le voyez, le rez-de-chaussée s'articule autour d'une cour intérieure. Les proportions étaient soigneusement calculées. Les voûtes délimitaient l'espace attribué à chaque marchand. Là, on discutait, on traitait des affaires, etc. Au-dessus se trouve une sorte de mezzanine,
qui avait un usage similaire, mais l'on s'y rendait plutôt pour conclure les accords. Encore au-dessus, l'étage était réservé au divertissement. Les villas sont des duplex ou des triplex. Ce type de construction, qui date des 15e et 16e siècles, témoigne de l'invention, cela s'est avéré, du duplex et du triplex, qui apportait à la fois une bonne aération, une certaine majesté et une exploitation optimale de l'espace. Si l'État prend tant de soin à assurer le confort de ses commerçants, ce n'est pas par hasard. Le succès de leurs affaires le concerne au premier chef. Il est indissociable de la prospérité de l'Empire. D'ailleurs, nombre de princes, de vizirs, de gouverneurs placent des fortunes personnelles auprès de négociants amis ou protégés. C'est cette symbiose qui fait de l'Empire musulman le géant économique de l'époque, entretenant autour de Bagdad un immense réseau de routes allant de l'Atlantique au Pacifique. Ces routes ne sont pas que terrestres. Très tôt, les musulmans ont sillonné les mers et les océans. Dès le 8e siècle, le commerçant Suleiman al-Tajir relate le voyage qu'il a fait en partant du golfe Persique et en longeant les rivages de l'Inde pour parvenir jusqu'en Chine. Il mentionne déjà que les Chinois utilisent les empreintes digitales comme signature personnelle. La construction navale est une industrie stratégique très développée. On dénombre plusieurs dizaines de sortes de vaisseaux construits dans différents chantiers navals, dont la réputation deviendra si grande en Europe que le terme arabe pour désigner ces chantiers, Dar al-Sinna, finira par donner le mot arsenal. Les bateaux arabes utilisent la voile dite latine. Il s'agit d'une voile triangulaire attachée à un lourd espar suspendu au mât. Elle permet de naviguer facilement contre le vent et ainsi de suivre une route plus directe vers le but à atteindre. Dès les 9e et 10e siècles, un trafic maritime régulier s'établit autour de la Méditerranée, avec des ports en Syrie, en Égypte, en Espagne et en Sicile. Au nord, les musulmans parviennent à la mer Caspienne, et au sud, leurs navires quadrillent l'océan Indien pour un commerce des plus lucratifs avec l'Inde, Ceylan, la Malaisie, les Philippines et enfin la Chine. Lorsque le voyageur sort des limites de l'Empire, son aventure comporte de plus en plus de risques. À mesure qu'il s'enfonce en territoire inconnu, où sa religion n'a pas cours et sa langue n'est pas parlée, il peut enfreindre des coutumes locales sans même le savoir et doit en supporter toutes les conséquences. Imd Fadlan nous a laissé un récit détaillé du long voyage qu'il a mené au début du Xe siècle jusqu'en Russie. Il décrit avec étonnement une tribu sans foi ni loi. C'étaient des nomades, possesseurs de tentes de toile, qui campent et décampent. Ils ne professent pas le culte d'Allah, ni ne recourent à la raison en matière de religion. Leurs femmes ne se voilent pas devant les hommes. Elles ne cachent d'ailleurs aucune partie de leur corps. Plus loin, ils découvrent une population où l'on se méfie de l'intelligence. Et s'ils voient un homme ayant de la vivacité d'esprit et une connaissance des choses, ils lui mettent une corde au cou, le suspendent à un arbre et le laissent jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. La géographie, et en particulier la cartographie, feront de rapides progrès. Le grand mathématicien Al-Khiwarizmi, proche du calife Al-Ma'amoum, entreprendra avec l'aide de 60 chercheurs de faire le point des connaissances acquises depuis l'Antiquité. Partant de l'ouvrage clé de Ptolémée, il compose un livre intitulé L'image de la Terre, accompagné d'une carte représentant le ciel et la terre. Ce livre restera durant plusieurs siècles
une référence incontournable en Europe. La cartographie pourra bénéficier de la mobilisation collective de géographes dans tout l'Empire, et qui permet d'observer un même phénomène céleste à partir de différents points, et situés à des milliers de kilomètres de distance. Petite merveille d'ingéniosité humaine mise au point par les Grecs, cet astrolabe a été développé à un point de sophistication extrême par les Arabes. Au moyen d'un modèle mécanique miniaturisé, il simule le mouvement apparent des étoiles et du Soleil, permettant de se repérer sur la Terre. L'observation du mouvement apparent de la Lune que reproduit cet armillaire sphérique, combiné avec des observations de durée et de hauteur angulaire par rapport à l'horizon, permet de calculer une latitude. Avec le cadran, on utilise le mouvement du Soleil pour calculer une durée, pour lire l'heure. Se développe par ailleurs une géographie de fonctionnaires indispensable à tous les représentants de l'État, où l'on répertorie les routes, avec la mesure des distances, l'emplacement des relais, où l'on affine l'information économique nécessaire à la collecte des impôts, où l'on analyse la situation politique des populations situées aux frontières. Puis les livres de géographie deviennent, avec Al-Massoudi par exemple, de véritables encyclopédies, évoquant aussi bien l'histoire passée des pays traversés que leur faune, leur flore et l'état de leur richesse. 8 siècles avant Montesquieu, Ibn al-Faqih tente d'établir un rapport scientifique entre la géographie d'un pays et son histoire, en particulier les caractéristiques qui distinguent son peuple. L'insatiable soif de connaissance de cette époque, où le respect pour les savoirs anciens ne fait qu'attiser la curiosité pour des territoires encore vierges, a ainsi conduit à ébaucher des disciplines inédites. Géographie physique et humaine, chronologie, et chroniques économiques et sociales. Et c'est sans doute d'abord par cette volonté enthousiaste de saisir et d'expliquer tout ce que la raison était susceptible d'explorer que les savants de l'islam ont frappé les esprits de leur époque. Bien avant que leurs travaux fussent parvenus et étudiés en Europe, c'est par cette ambition grandiose, démesurée, qu'ils allaient être connus. Au tournant du millénaire, à travers les récits des voyageurs, les rapports d'ambassadeurs et les témoignages de marchands qui hantent les ports de la Méditerranée, l'Europe commence à pressentir la supériorité intellectuelle et matérielle de l'islam, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude.